Depuis ma jeunesse, j'étais un enfant introverti et angoissé. J'avais la difficulté de faire connaissance avec des étrangers. J'avais souvent peur de commettre des actions qui ne sont pas moralement bien. J'étais insécure par rapport à mon apparence physique et beaucoup plus. Malheureusement, ces sensations persistent jusqu'à présent. Puis d'année en année, ça devient plus sombre. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une série de balados documentaires à ceux et celles qui ont ou souffrent d'une mauvaise santé mentale. Je vous invite à me rejoindre dans une aventure assez intime et personnelle qui pourrait revivre vos traumatismes passés ou présents. Au contraire, mon intention est que les personnes ne se sentent pas victimisées lorsque les histoires des intervenants sont abordées dans cette série. Ensuite, j'aimerais que les auditeurs et auditrices comprennent les répercussions qui suivent d'une mentalité négative. Puis finalement, les manières de combattre ces problèmes de façon saine. Je m'appelle Jeffrey Lubanzadio. Vous écoutez Mes sentiments obscurs, un balado qui explique en profondeur les obstacles psychologiques et physiques d'un individu qui a subi un état mental défectueux. La peur de l'inconnu est l'un des pires sentiments qui soit. Par exemple, les catastrophes naturelles, les pandémies mondiales et même la mort. Personnellement, le passage à l'âge adulte fait partie des choses inconnues les plus effrayantes qui puissent arriver. Commençons par la vie professionnelle. De nombreuses personnes ont vécu la même chose, y compris moi-même, de ne pas savoir ce que vous voulez faire en tant que carrière dans la vie. Depuis la 7e année, l'équivalent du secondaire 1, jusqu'à la 9e année, l'équivalent du secondaire 3, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Une fois que j'ai eu une idée de ce que je voulais faire, comme parcours professionnel, qui correspondait à mes intérêts et ne contenait pas de sujets qui n'étaient pas ma force, j'ai su que le journalisme était fait pour moi. En revanche, j'ai eu plusieurs doutes et problèmes de confiance en moi, comme ma capacité à le devenir dans le futur. Malheureusement, cet ennui s'est amplifié depuis que je suis rentré au post-secondaire, en raison de mes résultats scolaires, parce qu'on m'a dit que je n'étais pas assez bon pour faire telle ou telle chose, etc. Le pire dans tout cela, c'est que si je ne suis pas journaliste, je n'ai pratiquement aucune autre option, ce qui me stresse énormément depuis mon arrivée au post-secondaire. Par la suite, l'une de mes plus grandes préoccupations sont les finances. Je suis médiocrement informé quand il s'agit de l'argent. Je connais à peine le processus d'acheter une maison. Spécialement avec l'inflation, je suis plus enclin à me retrouver endetté, avec les concepts des intérêts sur le logement et autres. L'achat d'une voiture me tourmente aussi, car je suis sceptique en mes compétences de gestion du coût de l'auto, de l'assurance et plus. En ce qui concerne les assurances, même l'assurance vie, j'ai aucune idée où en obtenir. Je crains qu'une fois que j'aurai quitté ce monde, ma famille ne trouve pas les fonds nécessaires pour bien organiser un funérail. Voici ce que mon bon ami, Nekins Raymond, gradué du Collège catholique Samuel Genet en 2023 et étudiant en première année à l'Université d'Ottawa dans le programme de sciences commerciales et juriste docteur, avait à dire du sujet. Oui, bien sûr. Alors, avant, je dirais au début de la 2e année, j'étais inscrit à un groupe de discussion avec plusieurs jeunes. Et une question qu'on avait discutée pendant ce groupe-là, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, right? So là, j'entendais ce que les gens disaient, comment ils veulent partager. Certaines personnes voulaient voyager dans d'autres mondes, aider les jeunes dans les hôpitaux, par exemple en Afrique, etc. Et je me suis posé la question à moi-même, qu'est-ce que je veux devenir plus tard, tu vois? Et je trouve que cette question m'a beaucoup stressé pendant une bonne période de temps. Et c'est vraiment ancré dans ma tête. D'accord? J'ai écouté plusieurs personnes partager leurs buts, leurs rêves. Et moi, j'étais là, en train de m'asseoir et me demander, est-ce que j'ai vraiment un rêve moi-même? Et ça m'a vraiment mis dans une spirale d'énergie négative et ça m'a vraiment affecté d'un point de vue mental. Alors je dirais, oui, ça c'est mon anecdote qui m'a justement fait réaliser que la transition entre l'âge adolescent et adulte, ces questionnements-là m'a vraiment impacté au niveau mental. J'ai eu des personnes dans ma famille qui m'ont souvent dit que je ne devrais pas devenir journaliste. Ils ont exercé une telle pression pour que je devienne quelque chose que je n'aimais pas. Toutefois, certaines personnes ressentent la pression liée à la réussite scolaire de leurs frères et sœurs. Je dirais que puisque moi je viens d'une famille qui vraiment aime, qui priorise les notes de cours, l'excellence académique, alors je trouve que la pression sociale, la pression de non seulement ma famille, mes sœurs, comme ma sœur c'est vraiment une excellente justement écolière, elle va à l'école, elle étudie très fort. Alors je trouve que la pression que ma famille m'a mis m'a vraiment affecté justement mentalement,
de la transition à cause que je voyais ma soeur qui a réussi au secondaire et quand elle a transitionné justement à l'université, elle a également excellé. Alors moi, j'avais une certaine pression justement de l'égaler et voir faire plus, mais je trouve que c'est vraiment négatif à cause que on se compare pas vraiment, on ne devrait pas se comparer à nos frères et sœurs, mais je trouve que la pression que mes parents, que mes sœurs ou que les gens en général m'ont mis sur moi m'a impacté grandement justement ma santé mentale entre la transition entre le secondaire et la vie adulte, l'université, etc. Depuis mon enfance et pendant mon adolescence, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Surtout pendant la pandémie, je jouais tous les jours avec mes amis. Mais en grandissant, je me suis dit que c'était une distraction et qu'étant donné que je serais bientôt adulte, je devrais arrêter, car quels sont les adultes de 30 ans qui jouent aux jeux vidéo? Alors, il faut savoir que pendant ces pas de temps, là, j'étais vraiment en questionnement de ce que je voulais faire plus tard. Donc, forcément, comme j'ai arrêté de faire beaucoup de choses que je trouvais fun, à cause que là, c'était vraiment, je devais me préparer justement à le futur, right? C'est quand on a fini le secondaire, on rentre dans une part de notre vie où on pense vraiment à ce qu'on veut être plus tard. Donc, moi, je me disais que je dois arrêter de faire des trucs amusants, comme je sais pas, voir comme m'amuser, justement, faire des trucs banals. Mais moi, je me concentrais vraiment plus sur des trucs qui pouvaient comme me faire aller plus loin dans la vie future. Donc, j'ai arrêté de faire beaucoup de trucs que je considérais fun pour justement faire des trucs qui étaient plus sensibles pour quelqu'un de mon âge qui aspirait justement de devenir une meilleure personne plus tard. So oui, je trouve que ça, en vrai, j'ai coupé beaucoup de choses dans ma vie à cause que je pensais justement que le fait que maintenant je suis un adulte, je dois me comporter comme tous les adultes, qui est pas forcément vrai, right? Chaque personne est différente, chaque personne devrait pouvoir faire justement ce qui leur plaît. Mais moi, non, je pensais vraiment que le fait que je suis un adulte en ce moment, je vais arrêter de faire des trucs fun et passer à des trucs sérieux comme tous les adultes font de façon générale, on va dire. Lorsque je voyais mon ancienne thérapeute, mes principaux problèmes ne concernaient pas mes choix de carrière. Néanmoins, s'il s'agissait d'un dérangement à l'égard de ce sujet, je l'abordais. Cependant, si vous recherchez un professionnel dans ce domaine, un coach de vie est la meilleure solution. Ouais, je trouve que j'ai eu beaucoup de questionnements et j'arrivais très difficilement à pouvoir me sortir de là par moi-même. So, j'ai eu l'idée justement de texter plein de personnes et justement, l'été de ma deuxième année, quand j'ai fini mon secondaire, je suis allé voir vraiment, on appelle ça un coach de vie qui m'a beaucoup aidé. So, 2 fois par semaine, j'allais le voir, c'était à Gatineau. Et vraiment, il m'aidait à justement organiser mes idées. Le plus gros du truc que je trouve que quand on finit le secondaire, souvent on est perdu. On a beaucoup de questionnements. Et on a du mal à mettre nos idées. Et quand on a plein d'idées dans la tête, dans notre tête, on a du mal à justement les rassembler dans un cheminement cohérent. On stresse, tu vois. Alors, c'est important d'avoir une deuxième personne qui voit les choses d'une manière différente pour nous aider à donner des conseils, des choses que justement lui, il pense qu'on devrait faire. Alors, justement, aller chercher un coach de vie m'a aidé à clarifier mes idées, à me montrer c'est quoi la première étape que je veux faire pour aller à mes ambitions, justement. So, oui, je trouve que si vous avez du mal à gérer votre souci mental tout seul, avoir justement quelqu'un pour vous aider peut être une énorme aide. Souvent, je me dis que certaines célébrités de mon âge ont accompli tant de choses dans leur vie, alors que je n'ai rien fait d'important, ce qui me déçoit. Ouais, surtout que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très motivé. Je veux vraiment réussir. So, par exemple, ça a vraiment resté dans ma tête du fait que je voulais tellement réussir dans la vie, mais que je ne savais pas c'est quoi la première étape à faire. Alors, c'est vraiment constamment quand je vois, par exemple, des gens, en ce moment, on est dans l'ère des médias sociaux où tu peux voir des jeunes de ton âge réussir constamment, rapidement comme ça. Alors, moi, je m'asseyais dans ma chambre et je me disais que j'ai 18 ans comme eux, et pourtant, eux sont plus loin de leur vie que moi-même. Est-ce que je fais un truc différent? Est-ce que je suis différent? Peut-être que je suis moins bon qu'eux, mais pourtant, ça dépend. Chaque personne est née dans un environnement différent. Je sais pas leur histoire à eux. Peut-être qu'ils ont fait des choses que peut leur rendre là-bas. Je peux pas juger une personne sans la connaître personnellement. So, c'est plus ça qui m'a un peu dérangé, on va dire. C'est le fait que, par exemple, moi, je suis de me comparer aux autres. Non, chaque personne est différente. Et le fait justement de te comparer aux autres que tu vois dans la vie, va te mettre encore, comme j'ai dit, dans une spirale négative, tu vois. Chaque personne est différente. Chaque personne doit réussir dans leur temps. Et de pas forcer les choses, tu vois. La transition entre l'adolescence et l'adulte, c'est déjà difficile. Vous allez faire des erreurs. Des personnes vont réussir plus rapidement que vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais réussir. Juste, soyez patient et chaque chose va arriver dans leur temps. Et maintenant, l'avis de mon ancienne thérapeute. Il n'y a pas de doute, si
la personne a vécu une adolescence difficile, compliquée, et si la personne n'a pas eu d'aide pour pouvoir l'aider à remédier à ces difficultés-là, c'est sûr que la transition vers l'âge adulte, la personne peut transporter ces difficultés-là avec elle. Alors, on peut dire la base d'un enfant a beaucoup d'importance pour l'avenir. Souvent, on peut dire que l'enfance, l'adolescence peut déterminer l'avenir. Alors, si ces difficultés-là ont été approchées, la personne a trouvé de l'aide, la transition vers l'âge adulte est plus facile. Mais s'il n'y a rien qui a été fait, c'est sûr que la personne adulte qu'on va retrouver plus tard, ça va être une personne qui va être obligée de dealer avec des problèmes encore plus difficiles parce que, on va dire, à l'adolescence, des fois, on a le droit, la société nous permet de faire des erreurs, ok? Mais quand on devient adulte, quand on commence à faire des erreurs, à ce moment-là, c'est très difficile pour nous. Et disons, s'il y avait des problèmes, surtout des problèmes de santé mentale pendant l'adolescence, c'est sûr que transiger vers l'âge adulte, ça va créer chez cette personne-là beaucoup de difficultés. La discrimination est une forme de haine très dévastatrice à ta santé mentale. Cela peut t'empêcher à saisir des opportunités d'emploi et simplement un effet sur vous à long terme. On va dire la société a encore un petit peu de difficultés avec des gens qui ont encore des problèmes de santé mentale, peu importe, ça peut être les institutions, peu importe si la famille, peu importe si la police. C'est comme le problème est là, le problème est très criant, mais on n'est pas tout à fait bien outillé pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de ces personnes-là, pour pouvoir lui empêcher de vivre des discriminations ou même des stigmatisations aussi et face à des problèmes liés à sa santé mentale. Et si la personne a été discriminée, la personne a souffert d'isolement, la personne n'a pas eu vraiment d'aide qu'elle devrait avoir pendant l'âge enfant, adulte, à ce moment-là, rendu à l'âge adulte, ces mêmes discriminations-là vont demeurer. Parce que c'est de là, on va voir le jeune, il va faire une infraction dans la rue, automatiquement, la police peut le traiter d'une façon très difficile, et puis c'est après, on va voir, oh, il avait un problème de santé mentale, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Alors, c'est sûr que les problèmes liés à la santé mentale de la personne peuvent créer beaucoup de discrimination pour cette personne-là rendue à l'âge adulte, parce que, disons surtout, le système des fois où on demande à la personne de répondre à certaines tâches et la personne n'est pas capable de répondre à certaines choses, à ce moment-là,
la personne peut se sentir discriminée, on peut mettre facilement des stigmatisations sur la personne. Dans une relation, les deux parties doivent être sur la même longueur d'onde. En particulier sur le plan émotionnel, si l'un des amants traverse une période sombre, il faut l'évoquer dès le départ, pour ne pas créer de surprise. À ce niveau-là, on peut dire tout est un peu relié. Si la personne avait des difficultés au niveau de sa santé mentale qui lui empêchaient d'avoir des relations saines, même avec, disons, des gens autour, des jeunes qui étaient autour et à l'école ou bien dans sa famille, ça peut que rendu aussi, ça peut se produire aussi dans une relation amoureuse. Parce que vu l'instabilité de la personne, l'instabilité de son humeur, disons, l'autre qui est en relation avec, si l'autre n'arrive pas tout à fait à comprendre aussi ce changement-là aussi dans l'humeur de la personne, c'est sûr que ça peut créer des relations malsaines pour la personne. Mais des fois, on peut dire la personne peut trouver comme un amoureux ou bien une amoureuse, et puis ça fonctionne, et puis l'autre arrive vraiment à comprendre les hauts et les bas de la personne, et puis ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que les conséquences vont être là dans la relation amoureuse, parce que s'il n'y a pas de l'autre n'arrive pas tout à fait à comprendre l'autre là où il est, c'est sûr que ça va créer des flamèches, ça va créer des difficultés de part et d'autre dans la relation. D'après des études, on observe que les jeunes qui transitent vers l'âge adulte sont plus nombreux à montrer des signes de détresse psychologique que les autres groupes d'âge. Au sein de la population québécoise, âgée de 15 à 24 ans, seulement 66% estiment avoir une excellente capacité ou une très bonne capacité à faire face aux défis quotidiens de la vie et 51% estiment avoir une excellente capacité ou une très bonne capacité à faire face aux problèmes inattendus et difficiles. À ce niveau-là, c'est encore, je peux répondre, si il n'y a pas d'accompagnement qui a été fait pour le jeune, pour l'encadrer, c'est sûr que l'estime de soi du jeune n'a pas été travaillée, n'a pas été pris en cause. À ce moment-là, l'enfant grandit, c'est sûr que rendu à un moment où il doit faire des choix et de façon personnelle et au niveau de son éducation, ça peut poser des problèmes pour lui à l'âge adulte. Des fois, ça peut être aussi un enfant qui n'a pas la capacité, disons, d'aller étudier dans tel ou tel domaine, mais le fait qu'il n'y a pas de cohérence pour lui dans la réalité qu'il vit, à ce moment-là, il peut penser, bon, je peux faire telle ou telle étude, mais en réalité, les notes ne sont pas là, la capacité intellectuelle n'est pas là pour pouvoir répondre à ces exigences-là. À ce moment-là, ça peut perturber le choix éducatif que le jeune, lui, il va vouloir faire. Mais si il y a vraiment un encadrement, il y a un travail qui a été fait pour accompagner le jeune, particulièrement au niveau de son estime et au niveau de la confiance qu'il a en lui-même,
c'est sûr que si, disons, il y a un problème de sentimental, il y a un problème d'apprentissage et à tel ou tel niveau, et ça a été adressé, ça a été travaillé, le jeune est conscient qu'il y a un problème, à ce moment-là, l'accompagnement devrait se faire à des endroits où le jeune sera capable de répondre et aux exigences qu'il va vouloir choisir. Mais s'il n'y a rien si ça n'a pas été fait, c'est sûr que rendu à l'âge adulte, ça va créer beaucoup de frustration, ça va créer beaucoup de fausses idées aussi dans la tête du jeune en pensant qu'il pouvait faire telle ou telle chose, et puis ça va être la déception aussi. On n'en parle peut-être pas trop, mais il existe certainement des situations dans lesquelles des personnes se retrouvent avec des troubles alimentaires en raison de leur état d'esprit épouvantable, ce qui peut entraîner à des perturbations au niveau d'estime de soi par rapport à l'aspect physique. Bon, à ce niveau-là, je peux dire que c'est pas tout à fait, je peux pas généraliser, mais la plupart du temps, surtout les troubles de l'alimentation, qu'on peut appeler des fois une boulimie ou bien autre, ça vient avec d'autres problèmes, ok? Dans le sens où le jeune peut vivre un problème, ça peut être un problème d'isolement, ça peut être un problème à la maison, ça peut être un problème au niveau de sa propre santé mentale, mais si il n'y a pas eu vraiment de solution pour apporter à ce problème-là, ça peut créer d'autres problèmes, d'où des troubles au niveau de l'alimentation, des troubles au niveau de l'apparence et du jeune. À ce moment-là, si ces choses-là ne sont pas réglées, parce que la plupart du temps, ces problèmes-là arrivent, c'est comme des signaux d'alarme aussi que la personne va mettre pour pouvoir dire que j'ai besoin d'aide. Ok? Alors, un jeune qui soit le bullying et qui vit soit le bullying à l'école ou bien soit de l'intimidation, ça c'est sûr que il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver en dessous et qui vont faire en sorte que ça va dégrader la santé mentale et du jeune et ça peut enchaîner d'autres problèmes, soit tant au niveau de l'alimentation, soit tant au niveau physique de la personne, ou bien le jeune va se laisser aller prendre du poids, manger n'importe quoi, ou bien il peut aussi s'abstenir de manger en essayant de donner des réponses par rapport à ces émotions-là qu'il va projeter aux autres. Dans le même ordre d'idées, nous réinvitons la travailleuse sociale pour dire ce qu'elle pense de ce concept. Je dirais d'abord, la première chose, c'est comprendre c'est quoi les éléments déclencheurs du stress. Ensuite, voir est-ce que c'est possible d'éliminer ces éléments-là. Parce qu'il y a des choses dont on a le contrôle, d'autres, malheureusement, on a moins. L'autre chose aussi, ça serait de créer des habitudes de vie saines, comme une bonne hygiène de sommeil, l'activité physique, bien manger, la méditation, écrire et consulter un professionnel de la santé mentale pour avoir aussi du support. Avoir aussi un bon équilibre entre l'école, la famille, c'est aussi quelque chose qui peut aider. Donc, pour renforcer la résilience, il y a aussi beaucoup de choses. Une des choses, je dirais, c'est toujours être patient envers soi-même, faire des affirmations positives, développer la pleine conscience, reconnaître ses forces. Donc, ça serait des façons de développer ses compétences en gestion de stress et résilience.
Il est fortement recommandé par des chercheurs qu'un soutien social peut définitivement t'aider et te guider au passage à l'âge adulte. Je dirais que le réseau d'une personne, c'est très important pendant la transition. Donc, pendant la transition adulte, il y a des recherches aussi qui démontrent à quel point le réseau, donc les amis, la famille, les professionnels de la santé, c'est très important. Ça, chez les jeunes qui sont déjà qui ont un profil de vulnérabilité, ça améliore leur résilience, la capacité d'adaptation, ça réduit le stress. Et c'est ça, l'expérience et le soutien du réseau est très important pendant cette transition. Et comme j'ai mentionné aussi, aux besoins, les professionnels de la santé aussi. Et comment ce groupe social peut évoquer ce problème? En faisant une bonne conversation qui ne contient aucun préjugé ou critique pour qu'ils se sentent à l'aise. Je dirais une bonne communication ouverte avec la personne pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là, trouver des solutions. Je l'ai dit beaucoup, mais c'est très important de d'abord connaître la source du problème, la source de qu'est-ce qui cause l'anxiété ou ce qui cause le stress de la personne ou le problème d'estime de soi. Une fois qu'on connaît la source, c'est plus facile à ce moment-là de mettre en place des solutions adaptées. Ça serait ça. Je sais que j'ai mentionné à plusieurs reprises que je ne sais pas où trouver des informations sur l'éducation, la carrière et le logement. Par ailleurs, si vous prenez le temps de faire un peu de recherche, vous trouverez les choses que vous cherchez. Ça, je dirais qu'il y a plusieurs services qui sont disponibles. Même à l'école, par exemple, il y a des conseillers en orientation. Donc, ça serait référer la personne à un conseiller à l'orientation. Au niveau financier, ça serait de référer soit à des organismes ou même à la banque de la personne, là où il peut aller et vraiment avoir un plan de savoir au niveau financier c'est quoi ses objectifs et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour atteindre ses objectifs financiers. Pour le logement aussi, ça serait la même chose, ça serait d'aller voir dans la communauté et aussi bien comprendre la situation de la personne. Qu'est-ce que la personne recherche? Est-ce que la personne a besoin d'aide, exemple, pour trouver une chambre à louer? Est-ce que la personne n'a pas un revenu suffisant et a besoin d'un logement subventionné? Donc, ça serait un peu de comprendre la situation et à ce moment-là, aller rechercher les ressources appropriées. Ça peut être aussi au niveau de la ville d'Ottawa, par exemple, pour les logements. Donc, ça serait ça. La gestion de temps est l'une des habitudes cruciales en tant qu'adulte. Afin de demeurer organisé et d'exécuter votre travail à temps, vous devez trouver des applications qui vous aideront à planifier le moment où vous allez compléter vos tâches. En ce moment, je trouve qu'au niveau de la technologie, on est tellement avancé que si une personne est à l'aise avec la technologie, je dirais d'utiliser ça à son avantage. Donc, ça serait par exemple s'assurer de rentrer les choses dans son calendrier si tu utilises Outlook ou même ton calendrier au niveau du téléphone. Il y a aussi maintenant des applications. Je ne connais pas toutes les applications, mais ce que je recommande parfois aux employés avec qui je travaille, c'est des applications comme Asana, Trello, qui peuvent vraiment t'aider au niveau de la gestion de projet. Puis la gestion de projet, ça peut être autant les projets que tu as à l'école, et ça aide vraiment au niveau de l'organisation, ça aide à donner des... je m'excuse, je parle le mot en français, mais des reminders, des alertes. Donc, quand il y a des projets qui sont dus, je trouve que ça aide. La technologie peut beaucoup aider au niveau de la gestion du temps. Ma dernière question, pour mettre un terme à la conversation, était comment pouvez-vous aider une personne à établir des objectifs réalisables pour sa vie adulte, malgré ses problèmes mentaux? Ce que je dirais vraiment, c'est que un problème ou un diagnostic en santé mentale, c'est pas une finalité en soi. Donc, je dirais que la personne ne devrait pas se définir comme
son diagnostic. C'est vraiment important de se dire que oui, on peut avoir un diagnostic et on met les choses en place pour pouvoir avancer et bien cheminer, mais de ne pas s'arrêter au diagnostic ou de ne pas porter ça comme son identité pour pouvoir bien avancer au niveau dans sa vie adulte. Je dirais toujours de continuer à avoir des objectifs qui sont mesurables, des objectifs spécifiques. Donc, si par exemple la personne dit j'aimerais m'acheter une maison dans 5 ans, se mettre des objectifs clairs, les écrire et travailler pour atteindre ces objectifs-là. Donc, mettre les choses en place pour être capable d'atteindre les objectifs dans sa vie adulte. Mes dernières réflexions par rapport au contenu abordé dans cet épisode sont que pas tous adultes ont été prêts à faire face au monde réel et d'autres ne le seront jamais. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous préparer au mieux pour avoir moins de surprises et faire face à moins d'ennuis. Je parle de faire des recherches sur des conseillers financiers, d'utiliser des calendriers pour organiser les événements à venir et de fixer des objectifs mesurables. Ainsi, votre passage à l'âge adulte se fera plus en douceur que s'il n'avait pas été planifié. Et maintenant, mon avis sur l'ensemble de la série. Pour ceux et celles qui en doutent encore, la santé mentale est une véritable réalité. En raison de la stigmatisation et de la critique dont elle a fait l'objet, de nombreuses personnes se retrouvent dans la solitude, la dépression et même se suicident. Je demande donc à ceux et celles qui écoutent de normaliser ce sujet en offrant toute l'aide possible à ceux et celles qui traversent ces terribles circonstances. Toutefois, c'est à la personne concernée de décider si elle veut être aidée, parce qu'en fin de compte, il y a seulement tellement qu'une seule personne puisse faire. Par ailleurs, je voulais clarifier un point. Je sais que les personnes peuvent penser que j'ai une façade et que je ne suis pas heureux. Pourtant, c'est juste que lorsque les choses deviennent difficiles, j'ai du mal à y faire face. Même s'il s'agit d'une critique constructive, je le prendrai souvent à cœur. Je suis mentalement fragile. Voilà ce que j'essaie de dire. J'espère que ce ne sera bientôt plus le cas. Merci d'avoir écouté Mes sentiments obscurs. Je m'appelle Jeffrey Lubanzadio. Merci à Pablo Medina pour son coup de main. Enfin, si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas de le partager à votre famille et amis afin qu'ils s'informent des défis ou avoir un sens d'appartenance qu'il y a des gens qui vivent avec une mauvaise santé mentale.